Alors, on va poursuivre cette émission en se demandant comment résister politiquement. On va commencer avec vous, Ramayad. Vous, votre modèle d'ailleurs de résistance, hein, parce que vous êtes une rebelle, comme je disais au début de cette émission, votre modèle, ça reste toujours Nelson Mandela. C'est incroyable d'ailleurs. Hein, c'est un le modèle, papa spirituel. C'est un modèle de géant. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais résistance à tous les extrémismes. Oui, et effectivement, quand on est résistant, on est minoritaire au départ. C'est la donnée de base qu'il faut accepter, que les résistants acceptent. On est effectivement à contre-courant, on est profondément seul, mais précisément, la résistance se nourrit de la conviction, du sens de l'histoire, et a vocation un jour à devenir majoritaire. Ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas de la paranoïa. Le résistant, d'ailleurs, il est stigmatisé, il est isolé, il est marginalisé, mais il tient sur sa conviction, non pas parce qu'il croit détenir la vérité universelle, mais parce qu'il a effectivement des données qui lui permettent de voir les choses au-delà des intérêts individuels. Et donc, effectivement, ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Il y a quelques géants. Vous avez cité le général de Gaulle en 1940. Nelson Mandela, plus tard, mais on peut en citer d'autres. Boualem Sansal aussi. Boualem Sansal, tous ces Algériens qui ont résisté pendant la guerre civile. Bah oui, il a résisté, il a pris des risques. Hein. Tous ces musulmans dans les pays arabes qui résistent à l'islamisme radical, parce qu'il faut quand même le dire très clairement, autre chose sur laquelle on se ferme les yeux, les premières victimes de cet islamisme radical, ce sont les musulmans en Syrie, en Irak, dans certains pays du Maghreb, etc. Les Yézidis, les chrétiens aussi, il ne faut pas les oublier. Bien sûr, mais en termes de morts, ils ont payé, ils payent un tribut très lourd. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Syrie en août 2013, lorsque Assad gaze sa propre population et que l'opposition syrienne... Oui, enfin, c'est peut-être Daesh aussi, hein, parce que oui, c'est très contesté par les Américains. Les deux, la population est prise en étau entre les deux, et que nous aurions pu intervenir, mais qu'on n'a finalement pas pu ou pas voulu, et qu'on a laissé cette opposition se débattre seule entre ces deux étaux. Le résultat, c'est qu'on l'a laminé. Et donc, il faut être aux côtés des résistants aussi, qui se battent, qui sont minoritaires. Madame Yad, je ne suis pas sûre, pardonnez-moi, que l'on puisse mettre sur le même plan. Parce que vous voyez, moi je suis contre l'ingérence, en tout cas pas celle qui a été menée, et je considère que, en particulier lorsqu'on ne connaît même pas le terreau, quand je dis le terreau, c'est pas dans le sens négatif, c'est-à-dire l'âme d'une terre, on n'a pas à intervenir comme ça. Par exemple, ce qui a été fait en Libye est proprement monstrueux. Non, je ne parle pas de la Libye. La Syrie également, vous voyez, je parle précisément Gilbert vous a dit, il y avait des informations, finalement aujourd'hui nous apprenons que certaines informations ont été colportées. C'était fausses, oui, c'est ça l'histoire. Des gaz chimiques, apparemment, c'était pas ça, c'était Daesh. Je parle de ceux qui nous demandent notre aide. Et finalement, on est très content que Dominique de Villepin ait empêché la France de se compromettre. N'oubliez pas Jacques Chirac, quand même. Non, je ne confonds pas. Je dis simplement des situations radicalement différentes. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Et donc, quand on nous demande de l'aide, on dit laissez-vous tuer, c'est pas grave. Non, on n'intervient pas quand on ne connaît pas la situation. Et moi, j'avais dit à l'époque, avant même qu'on intervienne à Libye, je suis désolée, j'ai fait partie aussi d'une association de géopolitique et de défense. Je travaillais sur les livres blancs, donc je ne me permets pas de parler de sujets que je ne connais pas. Je parle de sujets que j'ai eu à traiter, je vous le dis. Donc quand on ne connaît pas les sujets, je vous dis, j'étais en conseil d'administration d'une association de géopolitique et de défense, on traite de ces questions-là. Donc sinon, je ne me permettrai pas. On ne peut pas intervenir depuis l'extérieur, et ça aussi c'est reproché à l'Occident, c'est-à-dire de toujours venir de l'extérieur et d'intervenir. Et à l'époque, j'avais dit dans une émission, celle de Tadi, avant même que la France intervienne en Libye, donc ça peut se retrouver, j'avais dit il ne faut pas intervenir. Et s'il doit y avoir intervention, il faut se débrouiller pour que ce soit les nations arabes qui interviennent, parce que ça a un sens, le fait qu'aussi on laisse quelque part certaines nations s'occuper de leurs affaires. Alors, ce qui est quand même important, c'est le cas des pays où ces résistants demandent, sollicitent notre intervention, notre soutien. Oui, mais c'est une situation compliquée, Madame Yad. On ne savait pas qui demandait. Personne ne dit que c'est simple. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une partie, finalement, est passée à l'État islamique. Personne ne dit que c'est simple. C'est exactement comme pour le Mali. Le gouvernement malien demande l'intervention de la France. Ce n'est qu'à cette condition que ça n'a du sens. Il ne s'agit pas de venir coloniser des territoires. Je suis un résistant du colonialisme. Donc, c'est ceux qui demandent, ceux qui le souhaitent. Et il y avait des associations en France, au-delà des livres et des rapports. Il y a des associations en France et dans ces pays-là
qui ont porté aussi cette voie-là. C'est en ce sens-là. Deuxièmement, sur la Libye, vous avez tout à fait raison. Mais je dirais que pour un autre motif, je pense qu'on n'intervient pas dans un pays, même à la demande de certaines personnalités de ces pays-là, si on ne sait pas pourquoi faire derrière. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a comme proposition. N'importe quel militaire vous le dira. Que vous ne faites pas une guerre, vous ne bombardez pas si vous ne savez pas ce que vous allez faire. En Syrie, c'est exactement ce qui se passe. Mais exactement, mais je suis d'accord, et c'est un préalable que j'ai posé dès le départ. Payons les conséquences. C'est un préalable que j'ai posé dès le départ. Mais il est très important de savoir ce qui se passe derrière. Le problème avec la Libye, c'est qu'on ne savait pas, et donc c'est le désordre. Bon, Ramayad, maintenant je vais vous mettre entre les mains de Géraldine Mühlmann, qui a quelques questions à vous poser. Oui, Ramayad, vous dites que votre engagement essentiel en ce moment, c'est de résister au Front National. Vous l'avez déclaré plusieurs fois. Quand vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy, c'était aussi un des enjeux pour lui. Il disait qu'il souhaitait siphonner, c'était l'expression, les voix du Front National. Aujourd'hui, en tout cas, ça semble, pour Nicolas Sarkozy et les Républicains, ne plus marcher. Auquel d'ailleurs, les Républicains, vous êtes alliés sur le terrain, vous êtes encore membre de l'UDI, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça semble ne plus marcher. Pourquoi ça ne marche plus? En 2007, c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait dit « je veux siphonner les voix du Front National ». Il y était arrivé. Bon. Et en 2012, il a eu la même intention, mais ça n'a pas marché. La différence entre 2007 et 2012, c'est que autant en 2007, il était porteur d'un projet qui lui était spécifique, il proposait un chemin aux Français, on était d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet, il proposait quelque chose, une vision. En 2012, il s'est calé à travers ce qu'on a appelé la ligne Buisson, à certaines idées. Du nom de son gourou de l'époque, Patrick Buisson. Qui cherchait non pas à faire gagner Nicolas Sarkozy, mais à faire gagner son idéologie, eh bien, en se calant sur certaines idées du Front National. Et le résultat, c'est que les Français, dans ces cas-là, préfèrent la copie à l'original et le Front National est passé à 18%. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans exactement la même configuration. On a un président qui a été battu, qui est revenu très tôt, sans avoir, à mon avis, personnel et modeste donc, sans avoir fait l'introspection des raisons de sa défaite. Vous parlez très clair et vous êtes très critique à l'égard de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Vous avez quand même travaillé avec lui assez longtemps. Comment vous regardez ces années où vous avez travaillé avec lui? Vous n'avez aucun regret? J'étais très fière d'avoir été membre du gouvernement français. D'abord, c'était un grand honneur. Attendez, c'est pas quelque chose que... Pour une ex sans papier. Oui, c'est extraordinaire, non, mais c'est un bel exemple, c'est une belle histoire. La France est un pays ouvert. C'est une belle histoire. Oui, la démonstration que la France. Non, mais j'étais pas sans papier non plus. Hein, non, à l'époque, quand vous étiez ministre, vous aviez vos papiers. Non, oui, attendez. Mais avant, il y a une petite période. Oui, non, mais ça a duré quelques mois. C'était pas sans papier. Je devais passer d'une transition. Vous exprimez votre reconnaissance. Bah oui, je vais pas. Parce qu'on entend très rarement justement la reconnaissance. Ça va quand même de soi. Et donc, ensuite, Nicolas Sarkozy, en 2007, moi j'étais aussi très fière de voir qu'il faut quand même voir, il y a des gens de gauche, de centre, partout qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy. Il n'a pas fait le score qu'il a fait pour rien. Il y avait une vision. C'était un homme. D'abord, il y avait une histoire personnelle. Un type qui s'est construit une identité. Il habitait à Neuilly. Il s'est construit. Oui, mais non, il s'est construit une identité. On a vu plus pauvre. Où il s'est toujours considéré en bout de table. Il a créé un rêve, Ramayad. Oui, Nicolas Sarkozy, c'était un rêve, et c'est le rêve de restaurer la fierté d'être France. Oui, non, mais je vais y venir. Ce que François Hollande aujourd'hui fait, parce qu'il demande aux Français de pavoiser leur maison. Non, mais vous interrogez, vous regardez, on doit s'interroger sur pourquoi les Français sont tétanisés et que nous retrouvons tous bloqués entre le FN et les islamistes. Permettez-moi juste que je termine le propos. Les raisons pour lesquelles il était intéressant, et puis il y avait une modernité, c'était aussi deux jeunes candidats, que ce soit Ségolène Royal ou lui, et une volonté de réformer la France. Et le problème, c'est que cette énergie originelle de départ, qui a tellement entraîné derrière, a été déçue à un moment donné. Alors on peut dire pour des raisons objectives, une crise financière et économique difficile en 2008 qui a fait renoncer à certaines choses, mais aussi je pense il y a une forme de lâcheté collective où sur des valeurs essentielles, nous n'aurions pas dû lâcher. Et toc, question d'Elia Tabekassis. On a l'impression que les électeurs du Front National expriment quand même, à travers ce vote, une volonté de résistance. Comment faire en sorte que les
les autres partis politiques puissent incarner cette résistance sans calquer effectivement leurs idées sur celles du Front National, c'est-à-dire se refonder idéologiquement. Il faudrait d'abord qu'ils se remettent en cause. D'abord, il y a une soif de renouvellement. C'est quand même paradoxal que le premier parti pour lequel les jeunes qui votent, ce soit le Front National. Problème de renouvellement. Et que ce soit ce parti qui représente finalement le renouvellement des générations. Exactement. Alors que dans les autres partis, on voit toujours les mêmes depuis 30 ans qui disent exactement la même chose. Ensuite, je pense que la deuxième raison, c'est que donc ces valeurs auxquelles on a renoncé, par exemple la laïcité, tout ce qui fait l'identité de la France, qui aurait dû rester du côté des Républicains et que Marine Le Pen a instrumentalisé en sa faveur. La question de l'école, qu'on a laissé se dilapider, la question de l'autorité, d'une certaine forme de discipline, d'une certaine grandeur de la France, d'une défense de la France dans l'Europe, d'une Europe qui soit aussi grande. Tout ça, on a renoncé. Puis il y a un troisième élément qui est important, c'est aussi le chômage, l'inefficacité des politiques publiques. Moi, je pense, contrairement à ce qu'on dit, que ce n'est pas le chômage qui explique la crise politique. C'est la crise politique qui explique le chômage. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un chômage qui monte depuis 20 ou 30 ans que les partis politiques sont rejetés. C'est parce que les partis politiques sont rejetés, parce qu'ils sont incapables de se remettre en cause, de se moderniser. De chercher des solutions aussi au chômage, il y a des pays tout près de nous, il y a de l'emploi. Que le chômage perdure. Oui, c'est à cause de ça que le chômage perdure. C'est lié à quoi les partis politiques, à votre avis, n'arrivent pas à se renouveler, justement? Moi, je vis ça en ce moment en interne. C'est-à-dire que c'est structurel, c'est relatif au fonctionnement même du parti? Enfin, je veux dire, c'est systémique, c'est vraiment relatif au parti, ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment une faillite des idéaux, une faillite du rêve? Enfin, vous avez parlé de rêve, effectivement, peut-être qu'il manque de rêve. Bon, moi, j'ai pas vu en quoi Nicolas Sarkozy l'incarnait, mais ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est plus capable, effectivement, de donner quelque chose qui redonne sens, quoi, à notre jeunesse, et elle est obligée d'aller chercher... Enfin, la jeunesse étant radicale, elle trouve l'islam comme une réponse, effectivement, à sa propre radicalité, mais en fait, ils ne sont pas plus islamistes que ça. Mais ils sont d'abord radicaux, et ensuite, ils trouvent une solution dans une radicalité. Ils islamisent leur radicalité. C'est ça. De la même manière que d'autres. Oui, ils effémisent. C'est ça, ouais. Ou une autre... Parce que la jeunesse, peut-être par définition, mais en tout cas, la jeunesse d'aujourd'hui, je la trouve très radicalisée. Pas simplement celle dont on parle par rapport à l'islamisme. Vous avez aussi la jeunesse identitaire, vous avez aussi les zadistes, vous avez... tous ces jeunes qui votent FN, vous disiez. Vous avez tous ces jeunes qui votent FN. C'est une partie des jeunes aujourd'hui. Quand on dit qu'ils ne sont pas engagés, c'est faux. Ils sont engagés, mais autrement que dans les partis politiques, qui sont discrédités. Les partis, d'abord, ils ont renoncé à avoir des projets. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a une élection. Donc, c'est devenu des machines électorales qui préparent les élections chaque année. Parce que chaque année, il y a une élection. Et deuxième problème plus grave, c'est que les partis politiques, dont la Constitution dit qu'ils ont un rôle démocratique, ne sont pas démocratiques en interne. C'est-à-dire que c'est devenu une oligarchie qui a été complètement confisquée par des gens qui se cooptent entre eux, qui sont dans un clan, voire même avec des rives sectaires, de moins en moins nombreux, qui maîtrisent tout et qui donc sont complètement déconnectés à la fois du pays, mais aussi de leurs propres militants, souvent. Et qui ont décidé que ces lieux censés être des lieux d'apprentissage de la démocratie devaient fonctionner selon des règles qui ne sont absolument pas démocratiques. Et donc les Français le sentent bien. Si vous essayez demain de rentrer en politique, vous verrez, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de renouvellement à l'Assemblée. Et quelle alternative alors? L'alternative, à mon avis, alors les Français se disent l'alternative, on va remettre à la table, c'est le Front National. C'est donc encore un parti. Alors, non, mais la réponse est donc encore celle d'un parti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il y a des alternatives. Alors, il y a des alternatives citoyennes qui se mettent en œuvre. Des petits partis, des mouvements citoyens qui se créent un peu partout, à droite, à gauche, au centre, et qui disent nous sommes la société civile, on veut faire autrement. Mais regardez quand ils se présentent aux élections, combien ils font. Ils font 0%, 1%. Donc la France n'est pas prête. Pourquoi? Mais si la France est prête, c'est l'offre politique et le régime institutionnel. C'est le régime Podemos. En Espagne, il y a des endroits où ça marche beaucoup mieux qu'en France. Parce que notre régime institutionnel. On verra aux élections. Non, mais quand même. Mais parce que notre régime institutionnel ne laisse de la place qu'aux deux grands partis politiques. Donc pour moi, il faut une 6e République si on veut changer ça. Et vous, Ramayad, vous dites que vous n'y arrivez pas non plus. Moi, j'essaie. Pourtant, vous n'êtes pas de la société civile. Quel est votre métier en fait, Ramayad? Moi, je suis administrateur du Sénat. Donc vous êtes fonctionnaire.
fonctionnaire. J'ai passé un Oui, concours d'accord. dans ma vie, Enfin, c'est d'accord. pas, Oui, c'est pas sale. moi aussi, je suis fonctionnaire, il n'y a aucun Comme souci. Géraldine, Ouais, je suis fonctionnaire, comme Mazarine, et même, On m'a pas Il y a nommé. et peut-être aussi comédiette. Non, mais J'ai c'est passé bien, ma c'est vie, très j'étais important. boursière et C'est j'ai très passé des important qu'on concours. rappelle votre métier. Vous avez un métier, mais vous n'y arrivez pas bien à l'UDI, vous n'arrivez pas à vous faire la J'essaye, guerre présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas, Ramayad? j'essaye. Vous voyez, je suis en train, en ce moment, dans mon parti politique, d'essayer de les obliger à bouger, y compris même jusqu'à aller en justice, et donc à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Et regardez la réaction du système, c'est on vous sort. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont fait pendant 30 ans, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui... C'est un jeune parti, hein. C'est un jeune parti censé faire la politique autrement. Donc vous imaginez les autres. Donc dans le contexte qu'on vit aujourd'hui d'angoisse, de décomposition, etc., je veux dire, ils peuvent plus se permettre. Ils vont être balayés. C'est-à-dire si vous dites beaucoup de mal comme ça d'eux tout le temps, c'est sûr que c'est compliqué. Ah non mais je dis pas du mal d'eux, c'est un phénomène général. Non mais c'est une analyse. Non mais c'est une analyse générale. Mais il faut bien qu'on se remette en cause encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire on peut pas passer notre vie à dire c'est pas de notre faute, on n'a rien fait, le Front National sont méchants, les Français sont racistes. Il y a un moment il faut aussi qu'on se remette en cause. Et donc ça commence par nous, par moi. Et donc c'est ce que beaucoup font en résistant en interne. Mais combien de Français qui ont essayé de faire la politique ont été découragés par ce type de choses? Moi je veux qu'ils reviennent en politique. Et donc demain quand il faudra reconstruire, parce qu'on aura tout cassé, eh bien il y aura des gens qui auront vécu la résistance en interne qui sont crédibles pour reconstruire.